Le train de 13h40. Il ne fallait pas manquer le train du début d'après-midi pour partir vers l'ailleurs que nous avions imaginé ensemble. Elle aimait les gares, pas autant que les maisons, mais elle savait retenir les effluves de départ, les larmes des amoureuses et les sourires en coin de voyageurs heureux de se laisser aller au soubresaut de la cabine glissant sur les rails. Elle s'enivrait de la fumée de la locomotive. Le bout de la chaussure sur le marchepied, à lui seul, lui donnait des sensations d'évasion. C'était le début de l'après. Elle se prenait à rêver de toutes ces incertitudes qui lui permettaient de ne pas savoir où elle mettait ses talons plats. Elle avait voyagé en train plus que n'importe qui. Dès son plus jeune âge, elle avait goûté les délices du wagon-restaurant et de la couchette de voyage, seule ou accompagnée. Certains disent que le plus important n'est pas l'endroit où finira la vacance de notre quotidien. Ce qui doit rester, c'est le moyen de s'y rendre et le chemin pour y aller. Il n'y a pas eu à réfléchir longtemps pour savoir ce qui l'emmènerait vers sa destination finale. Le choix même du train était une évidence. Elle aimait l'anonymat des cabines, le corps emmitouflé dans des châles et son manteau de chez Harrods, son chapeau-cloche vissé sur sa tête, assez pour ne pas être vue. Il ne faut pas croire qu'elle est si célèbre que ça lorsque nous menons à bien notre périlleuse mission ferroviaire. Elle n'a que quelques livres à son actif. On commence à parler d'elle, mais de là à la reconnaître. Elle se cache derrière le journal du 4 décembre 1926. Elle a tout le temps de penser. C'est aussi cela le train, un espace pour penser à ce qui nous taraude pendant le reste de notre vie. Elle pense à ce qu'elle aurait pu avoir, à ce qu'elle a manqué, à ce qu'elle a vécu, à ce qu'elle fait, qui peut tout remettre en question. Il file à toute allure, entraînant sur la vitre avec les gouttes de pluie ses illusions passées. Son objectif n'est pas loin, 5 heures, bien assez pour lire, penser et dormir. Oui, oh oui, dormir, parce qu'on ne dort jamais aussi bien que quand quelqu'un d'autre est aux commandes. Le contrôleur lui demande son ticket, il ne le reconnaît pas. Il a peut-être offert un Agatha Christie à sa femme, mais il n'a jamais pris la peine de regarder le visage de celle qui fait trembler les murs des maisons anglaises. Harrogate, Harrogate, 5 minutes d'arrêt. En entendant le chef de la gare de cette ville du Sussex, elle ne put s'empêcher de réprimer un sourire. Elle espérait que ça durerait plus de 5 minutes. D'ailleurs, elle n'a pas le choix. Tout cela doit durer plus de 5 minutes. Sinon, ses retours à la caisse départ et tout l'échafaudage ne sera, pour finir, qu'un château de cartes. Chapitre 10. Harrogate, destination inconnue. Un taxi. 3 rues plus loin et Harrogate ne sera plus qu'un souvenir. Elle sait qu'elle ne pourra pas rester flâner dans les pubs, qu'elle ne pourra pas faire du tourisme ordinaire dans cette ville. Elle sait qu'elle n'aura à appréhender que les murs du couloir de son hôtel, que les tables du restaurant, que le côté de son lit. Elle sait qu'elle ne sera que le fantôme agréable d'une dame qui ne sera pas Agatha Christie. Elle sait tout ça car tout est pensé et fait partie d'un tout. L'Hydropathic Swan Hotel était tout ce qu'il y avait de plus victorien. Une architecture massive qui semblait dire « Nous sommes ici depuis des décennies et nous tenons bon contre toute attaque extérieure de la société britannique et du monde. Vous pouvez changer, mais nous resterons immuables. » 2 ailes de 4 étages, une dizaine de cheminées, une véranda et une serre. Ce paquebot de pierre posé fièrement dans un parc arboré, comme son Ashfield. Il y avait de ça dans cet établissement de repos. C'était tout ce dont rêvait Agatha. Se retrouver loin de tout en ayant l'image floutée de son Éden d'enfance.
Le ciel était bas, sa tête aussi. Le chauffeur de taxi lui descendit ses bagages jusqu'à la réception. Les portes lui furent ouvertes. Un homme en livrée lui souhaita la bienvenue. Elle se dirigea vers le desk. On ne se doute pas de l'imposant regard d'un homme qui doit vous enregistrer lorsque vous arrivez dans ce type d'établissement. Il faut qu'il soit le protecteur de votre calme à venir, l'oreille discrète de vos envies et le détenteur des bonnes mœurs. Il y a dans ses yeux toute l'ambivalence de sa posture, une douce dureté. Un homme aux clés d'or dans un hôtel de ce standing en Grande-Bretagne est ce qui se rapproche le plus d'un oxymore. Voyant cette jeune femme seule s'approcher, l'oxymore donc attaqua le premier, ce qui convenait à Agatha. « Bienvenue à l'hydropathique Swan Hotel d'Harrogate. J'espère que vous avez fait bon voyage, madame. » Elle savait ce qu'elle dirait, elle savait ce qu'elle voulait faire et les répercussions du choix de son prénom et de son nom. Il n'y avait rien d'anodin. Il devait payer à un moment ou à un autre. Elle était prise dans ses réflexions quand elle tomba sur le regard interrogateur de l'oxymore face à elle. « Madame ?»« Oui, monsieur ?»« Non, excusez-moi, madame, je vous demandais si vous aviez fait bon voyage, madame, » dit-il en appuyant sur la demande. « Oh oui, veuillez m'excuser, je suis affreusement confuse, le trajet a été éprouvant. Neil, vous devez avoir une réservation au nom de Teresa Neil. » Il prit le temps de compulser son agenda. Il donnait l'impression d'un général d'infanterie regardant ses cartes d'état-major pour déployer ses troupes et vérifier que tout le monde est en place, prêt pour l'assaut final. Il releva le nez de sa Bible et posa un œil souriant et franc sur Agatha. « Mais bien sûr, mademoiselle Neil, vous avez la chambre 5, celle qui donne sur le parc, à l'arrière de notre établissement. C'est une chambre très calme, vous ne serez pas déçus. Nous restons cependant à votre disposition pour toute demande. »« Merci, je pense que ça ira. Vous pouvez faire suivre mes bagages, s'il vous plaît ?»« Mais bien évidemment, mademoiselle. James ?» Un jeune homme bien fait prit à bras-le-corps les bagages peu nombreux d'Agatha, qui le suivit jusqu'à sa chambre. Elle lui remit pourboire de quelques shillings. Il la remercia et referma la porte. Le général d'infanterie ne s'était pas trompé. La chambre était tout ce qu'il y a de plus anglais, calme et chargée. Elle se dirigea vers les tentures pour tirer les rideaux et les voiles afin de faire entrer un peu de la lumière fade de décembre. Elle voyait le parc. Elle savait qu'elle aurait la possibilité d'aller à sa rencontre pendant sa retraite volontaire. Elle retira son chapeau-cloche qu'elle mit sur la petite table basse en acajou. Elle défit son manteau avant de le suspendre dans le couloir de cette chambre immense pour elle seule. Elle tourna l'un des fauteuils vers la fenêtre et s'installa pour contempler décembre. C'est tout ce dont elle avait besoin, se retrouver seule, sans machine à écrire, sans roman, sans enfant, oui, sans mari. Elle n'était plus Agatha Christie, elle était devenue Teresa Neil, une illustre inconnue.